Chargé de recherche au CNRS, les travaux de mon invité ont porté sur un matériau que l'on ne retrouve jamais en fouille, autour d'un bien soluble dans l'eau, le sel. Peut-être est-ce pour cela qu'il nous propose aujourd'hui une nouvelle quête, entreprendre une archéologie du merveilleux, en un mot mettre un peu de féerie dans une discipline par trop étriquée. Olivier Weller, bonjour. Bonjour. Votre objectif est simple, fouiller un conte de fées ? Exactement. Fouiller un conte de fées et pas n'importe lequel. Un conte de fées écrit dans la tradition française par Perrault en 1694, Peau d'âne, et pas n'importe quel conte de fées puisque c'est un conte de fées ô combien terrible qui nous raconte l'histoire d'un inceste, d'un père, le roi, qui veut coucher avec sa fille, se marier avec sa fille, la princesse, et qui va devoir, cette princesse, s'enfuir du château paternel, perdre à la fois sa condition pour devenir une adulte et trouver enfin le prince charmant loin du giron de son père. C'est aussi à l'été 1970, Jacques Demy tourne un film désormais mythique. Et voilà, et donc ce conte, il est mis en image par Jacques Demy en 1970. Demy, d'ailleurs, dit lui-même qu'il le fait à l'image de ce qu'il refaisait enfant, puisqu'il jouait déjà à Peau d'âne enfant avec un théâtre de marionnettes, et il réalise le conte de Peau d'âne avec ses souvenirs d'enfant. Et ça donne peut-être aussi au film une magie, et puis surtout, un fait qui est absolument étonnant dans le cinéma français, entre autres, c'est qu'avec ce film de Peau d'âne, eh bien, ce film reste d'actualité. C'est un film transgénérationnel. Il parle toujours aujourd'hui, aux grands comme aux petits. Et on le programme à la télévision française depuis quasiment 45 ans, à tous les Noëls. Allons droit au but. La rumeur court, Olivier Weller, vous auriez retrouvé la cabane de Peau d'âne au fond des bois. Exactement. Donc, nous avons retrouvé la cabane, et grâce à quoi ? Grâce à un clou. Grâce, avant tout, surtout, au souvenir d'un enfant. D'un enfant qui est un collègue à moi, qui est devenu archéologue, enfant quand il avait l'âge de 8 ans. Eh bien, le tournage a eu lieu dans le château familial à l'été sous 1970. Et lui, activité de l'été, eh ben, une équipe de tournage est présente dans le parc du château qui ne fait pas moins que 140 hectares. Eh bien, les cousins et cet enfant vont assister au tournage et il en a des souvenirs d'une précision étonnante. Et il me raconte ça, comme par hasard, à Nantes, lors d'un colloque, il y a quelques années. Je me dis, mais c'est magnifique, il me raconte le film de Peau d'âne, mais pas le film que l'on voit, que des choses qu'on ne voit pas à l'écran. Avec une anecdote, entre autres, le prince essaye de grimper sur la cabane pour apercevoir ce qui se cache dedans, qui miroite, évidemment la princesse, et n'arrive pas à grimper sur un arbre pour atteindre le toit de la cabane. Et donc il y a un accessoiriste de l'équipe de tournage qui plante un clou dans le chêne sur lequel s'appuie cette cabane pour que le prince puisse mettre le pied dessus. Et donc nous sommes partis à la recherche de ce clou il y a maintenant 3 ans dans le parc du château et nous l'avons trouvé. Votre entreprise commence donc bien sûr par une prospection, on pourrait dire une battue comme les chasseurs ? Exactement. D'ailleurs, c'est amusant puisque la cabane, donc nous l'avons identifiée dans ce parc en parcourant tous les chênes à la recherche donc d'un clou planté à l'intérieur. On savait que la cabane était proche d'une grande allée où le carrosse du prince vient commander le fameux cake d'amour. Ce qui est amusant, c'est que cette allée, alors que la cabane n'existe plus, est dénommée toujours par les chasseurs du château comme la battue de Peau d'âne. Grâce à cette allée, la toponymie a marqué les lieux. Et vous l'avez trouvé sous les feuilles jaunies des arbres ? Exactement. Nous l'avons trouvé sous les feuilles des arbres. Et il faut dire que donc depuis 1970, le parc du château avait vécu tous les affres du climat, entre autres la tempête de 1999, une coupe à blanc du parc. Donc il ne restait quasiment plus rien. Et d'ailleurs, le collègue archéologue, Pierre-Arnaud de la Briffe, ne se souvenait plus exactement de l'emplacement, même si la cabane était restée, rappelons-le, après le tournage. L'équipe de tournage avait laissé la cabane et que cette cabane était devenue l'endroit pour les enfants, dont mon collègue archéologue, pour jouer tous les étés et se rassembler entre cousins. Elle avait été détruite. Et elle n'a pas été détruite, donc elle est restée debout. Et puis, le temps a fait ses effets et la cabane commençait à vriller. Et les parents, donc a priori 3 ans, 4 ans après le tournage, ont demandé de la faire démolir pour pas qu'elle tombe sur ces charmants bambins. Jacques Demy tourne combien de temps dans ce parc de Gambais ?
Alors Jacques Demy, donc à Gambay dans le château de Neuville, il va y séjourner à peu près 3 semaines, mais dans ce château de Neuville, il y a plusieurs scènes du film, dont le village du prince, le village, le banquet, la maison de la fée, donc là où Delphine Seyrig va prodiguer ses conseils à la princesse, donc cette espèce de repère caché dans les fougères et dans les bois, et à quelques centaines de mètres de là, la cabane, donc qui est construite dans le parc. Il y a aussi le miroir ? Le miroir. Mais là, le miroir, c'est la pièce la plus imposante qu'on a pu retrouver lors de ces fouilles et de ces prospections, puisqu'on a retrouvé donc ce très grand miroir en métal qui est fait de bouts d'acier soudés à l'arc avec des motifs végétaux et qui est ce miroir dans lequel Delphine Seyrig se regarde et change de couleur de tenue. Olivier Weller, pourquoi un préhistorien s'intéresse-t-il à un passé si proche, mais aussi si présent ? Peut-être justement parce que ce passé est très présent. Et l'archéologie du présent, si j'ose dire, l'archéologie du temps présent, celle du XXe siècle, s'est en général intéressée à ce que j'appelle l'archéologie du traumatisme, c'est-à-dire celle des guerres mondiales, celle des tranchées, celle des morts, une archéologie très très dure. Et puis, quand on regarde l'histoire de l'archéologie, et donc qu'on a une réflexion sur ses limites, sur les limites du champ de l'archéologie, puisque c'est ça l'archéologie contemporaine, c'est s'interroger aussi sur les champs d'application et les limites, on s'aperçoit que on ne considère que c'est de l'archéologie quand il n'y a plus de mémoire vivante, quand il n'y a plus personne pour en parler. L'idée, avec ce projet, entre autres, c'est de montrer que non, l'archéologie, c'est hier. Et l'archéologie du temps présent, l'archéologie du futur sera celle d'aujourd'hui, si j'ose dire. Mais ce que vous proposez, c'est tout simplement une archéologie du merveilleux ? C'est évidemment une archéologie du merveilleux en s'attaquant à un conte de fées aussi célèbre, à un film aussi célèbre qui fait partie du patrimoine national et puis aussi qui fait, je crois, partie de l'identité de la France. Ça fait véritablement partie de notre patrimoine immatériel. Le conte de Charles Perrault retrace le désir d'un père pour sa fille, Peau d'âne, rédigé à partir de contes bien sûr populaires, et est édité en 1694. Ce n'est pas la première fois que l'archéologie est confrontée à Peau d'âne. François Gentilly, médiéviste de l'INRAP, l'avait approché d'une toute autre manière. Reportage sur le terrain dans les ruines du château de Viarmes. La personnalité qui nous marque ici, c'est Pierre VI de Chambly, qui est un type qui va avoir sa principale carrière durant le règne de plutôt de Philippe IV, déjà de Philippe III puis de Philippe IV le Bel. C'est un ami des arts, il va être à l'initiative d'un des grands romans gothiques, qui est le roman du comte d'Anjou, qui est un petit peu le conte de l'ancêtre du comte de Peau d'âne, qui est écrit par Jean Maillard, qui est un notaire à la cour de Philippe le Bel, et qui, dans son roman, explique qu'il a écrit ce roman à la demande donc du seigneur de Virmès, du seigneur de Viarmes, qui lui en a soufflé la trame, et qui est donc le principal bénéficiaire, et on a un excipit qui est donc à la gloire du seigneur de Viarmes. C'est un texte, il est assez amusant de le relire donc à la lecture de ce qu'on découvre. J'ai notamment une description absolument géniale. On a globalement, c'est la fille du comte d'Anjou, pour fuir un risque d'inceste, va se sauver, se cacher dans la forêt, manger du pain noir, et au moment où elle est obligée de manger du pain noir moisi, elle se rappelle toutes les agapes qu'elle pouvait avoir, et là vous avez une description absolument magnifique et gastronomique de tous les bienfaits culinaires et la richesse culinaire de l'époque de Philippe le Bel. Et c'est assez amusant de se rappeler ça lorsqu'on trouve des arêtes de poisson, des différents éléments. Olivier Weller, Peau d'âne et Pierre VI de Chambly, cela vous dit quelque chose ? Cette fouille archéologique dans le château de Viarmes et ce lien donc qu'on va faire avec ce roman du comte d'Anjou, et c'est absolument superbe. Et c'est assez étonnant parce que Jacques Demy lui-même, je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, en tout cas, il choisit comme château du roi, donc le château de Jean Marais, le Plessis-Bourré, qui est un château au cœur de l'Anjou, et qui est vraiment de façon, je ne sais pas si c'est conscient, mais en tout cas, qui nous rappelle fortement ce roman de 1316. Olivier Weller, faire de l'archéologie du merveilleux, personne ne s'y était encore risqué ? Je dirais pas ça, parce que je pense que faire de l'archéologie de
l'art pariétal, de la grotte Chauvet, c'est de l'archéologie du merveilleux. C'est l'archéologie du récit, c'est l'archéologie de l'histoire, c'est raconter une histoire. C'est donc là, moi, ce que je fais avec cette histoire de peau d'âne, avec cette fouille archéologique, c'est reconstituer un récit. Et donc, c'est fouiller un récit imagé. Mais on a d'autres récits imagés, et les plus anciens qu'on a, c'est la grotte Chauvet, 36 000 avant aujourd'hui, et c'est exactement ça, de la narration graphique. On nous raconte une histoire. Et donc, ce que je fais, moi, c'est de l'archéologie de ça, de ce récit. Montrer que l'archéologie peut reconstituer des contes de fées. Elle raconte elle-même une histoire, l'archéologie, et elle peut la reconstituer. C'est aussi de l'archéologie de l'image ? De l'image, évidemment, puisque donc, quand on fouille la cabane, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve à la fois des objets que le spectateur voit à l'écran dans le film. On voit évidemment tout le matériel technique qu'on ne voit pas à l'écran et qu'on trouve au même endroit dans la cabane. Et puis, là où on s'y attendait beaucoup moins, c'est qu'on a trouvé beaucoup de restes de la vie quotidienne de l'équipe de tournage. Même si le tournage autour de la cabane n'a duré qu'une semaine, on a énormément de restes de la vie quotidienne. Donc, se mêlent dans un même endroit, dans un même espace, à un même temps donné, eh bien, des restes à la fois magiques, ceux qu'on voit à l'écran du film de peau d'âne, à la fois des restes techniques, ceux qui fabriquent des images, et puis à la fois la vie quotidienne en 1970. Recette à fouiller la cabane. Pour fouiller, il faut, en France, avoir les accords des autorités légales. J'imagine que votre programme n'était pas une fouille sauvage. Bien sûr que non. Donc, étant un professionnel, j'ai fait les démarches nécessaires auprès du service régional de l'archéologie, donc de la direction régionale des affaires culturelles, du ministère de la Culture, et je n'ai pas eu d'autorisation de fouille, non pas qu'on me l'a interdite, non pas qu'on me l'a autorisée, mais que ce service du ministère de la Culture a considéré qu'il n'était pas apte à donner un avis à cette demande, sous-entendu que ma demande ne répondait pas aux critères de qu'est-ce que l'archéologie aux yeux du livre 5 du Code du patrimoine. Donc, je dis toujours, c'est comme si je plantais des carottes, des poireaux, je faisais un potager. Il est des gens de qui l'esprit guindé, sont sous un front jamais déridé, ne souffre, n'approuve et n'estime que le pompeux et le sublime. Olivier Valère, cela vous évoque-t-il quelque chose ? Oui, je crois bien qu'il s'agit de quelque chose que j'ai déjà lu quelque part. Bon, ce fameux conte de Perrault, il faut dire que dans notre tradition française, on considère que l'origine de peau d'âne, c'est Charles Perrault. Évidemment non, puisque ce qu'on fait, c'est à la fois l'archéologie du décor, du film, mais c'est aussi l'archéologie du conte. Et du conte, c'est-à-dire l'archéologie de l'interdit de l'inceste, de cet interdit qui serait une sorte d'interdit premier pour pouvoir constituer une société humaine, pour vivre ensemble. Le vivre ensemble viendrait de ce premier interdit. Et quand on fait l'archéologie de ce conte de fées, on s'aperçoit que Charles Perrault ne fait que reprendre un conte plus ancien, entre autres un conte italien de Basile Giambattista de 1635 qui s'appelle L'ours, avec la même trame, mais la princesse se transforme là en ours. Il y a toujours l'idée du sauvage, de l'animal et des êtres hybrides. C'est d'ailleurs amusant que ces êtres hybrides mi-femmes, toujours des femmes, mi-animal, on les retrouve dans l'art pariétal et on les retrouve à la grotte Chauvet. France Culture, le Salon Noir. Vincent Charpentier. Olivier Valère, avec peau d'âne, nous touchons bien sûr au thème universel de l'inceste. Il faut donc relire Freud, mais aussi Lévi-Strauss. Oui, il faut les relire et en même temps, il faut les regarder autrement. C'est-à-dire que Lévi-Strauss disait que l'interdit de l'inceste était le premier interdit qui permettait à l'homme de passer de l'état de nature à l'état de culture. Et donc, ce serait cet interdit premier qui permettrait la constitution des premières sociétés humaines. C'est sûrement exagéré, c'est beaucoup plus compliqué. De l'archéologie de l'imaginaire, donc c'est ça qu'on fait en réalité. Quand on cherche l'origine des contes, on cherche le mythe qui se cache derrière. Et que si on remonte le temps, une fois de plus, on atterrit où ? Entre autres, on atterrit dans l'Égypte ptolémaïque. Les mariages consanguins entre pharaons. Et c'est ça. Et c'était un inceste qui était là, en revanche, totalement autorisé et même fortement valorisé. Avez-vous retrouvé le plan de la cabane ? Comment était-elle construite ? D'un coup de baguette magique ? Eh bien non. Et la réalité nous a rattrapés, et heureusement, puisque nous sommes
et nous restons des archéologues, donc nous cherchons des réalités matérielles. Lorsqu'on a fait des prospections, on a fait des prospections géophysiques et on pensait tomber sur des fondations de poteaux, comme tout bon archéologue, chercher des fondations lorsqu'on construit un bâtiment. Les terribles trous de poteaux. Les terribles trous de poteaux. Et nous n'en avons pas trouvé. Quelle chance. En revanche, nous avons trouvé un nombre d'anomalies métalliques au détecteur qui était colossal, plus de 1200 anomalies métalliques sur un petit terrain de 100 mètres carrés. C'est-à-dire que vous avez passé un appareil électrique pour faire de la résistivité ? Tout à fait. Voilà, on a fait à la fois la microtopographie, à la fois la résistivité électrique, donc une prospection géophysique sur la zone pour voir les anomalies en sous-sol, et à la fois une autre couche d'information qui était celle des anomalies métalliques cachées dans le sous-sol avec une cartographie au détecteur de métaux de tous les bips, si j'ose dire. Et donc on pensait à... Le scientifique rattrape le merveilleux. Oui, le scientifique est à côté du merveilleux. Et le scientifique fait du merveilleux. Il raconte du merveilleux. Et c'est ça l'intérêt de ce projet, c'est de montrer que l'archéologie raconte aussi des histoires. Les archéologues ont une relation particulière avec les objets. Ce que vous avez trouvé en fouille, c'est environ essentiellement plus de 500 clous ? Tout à fait. Donc maintenant, on en est à plus d'1 millier de clous avec la dernière saison de fouilles de 2015. Alors on trouve des clous, effectivement. Ce qui est amusant, c'est qu'on trouve au même endroit donc des éléments qui ont servi à construire les décors ou des éléments qui sont utilisés comme accessoires. Donc effectivement, des clous, c'est le matériau qu'on trouve en abondance. Mais on trouve aussi du verre, du plexiglas, des fragments de fenêtre, du stuc, du plâtre. Alors ce stuc, il servait à quoi ? Ce stuc, il va servir à recouvrir des structures en bois, armées souvent avec du grillage, pour décorer quelque chose. Ce qu'on a trouvé, par exemple, sur la zone de la maison de la fée, eh bien, on a trouvé une tête de lion complète, en plâtre et en stuc, totalement complète. Et là où l'archéologie, si j'ose dire, commence à s'interroger, c'est que cette tête de lion, on ne la voit nulle part à l'écran dans le film. Et donc, tout notre jeu, c'est de confronter les réalités matérielles que les archéologues mettent en évidence, les témoignages. Donc on va aller chercher les témoins encore vivants du tournage, à la fois les comédiens, les techniciens, les figurants, les gens qui ont pu assister au tournage ou qui sont venus sur le tournage en 1970. Et puis on va aussi travailler sur les archives, les textes, donc grâce à l'aide de la famille Varda et de la production Ciné Tamaris, donc qui nous a ouvert ces archives pour notre projet. Et puis on va chercher à recoller les morceaux et on a effectivement des choses qu'on n'arrive pas à expliquer, comme la présence de cette tête de lion en plâtre qu'on ne voit pas à l'écran durant les scènes où on voit cette charmante et magnifique Delphine Seyrig. Des éléments de transistor aussi ? Tout à fait. Alors qu'on a énormément d'éléments techniques, donc liés au tournage, des petits éléments de transistor, et puis surtout, on a un matériel qui est purement lié au tournage de films de cette époque. Donc, notamment les tubes de graphite morganite. Voilà, ces tubes. Alors ça, on s'est beaucoup interrogé sur ces tubes en graphite où dessus c'est écrit morganite. Et en fait, ce sont les électrodes des lampes à arc qui étaient utilisées pour éclairer les scènes. On a trouvé aussi énormément, plus de 500, 600 tout petits fragments de verre bleu. J'ai demandé ce que c'était. Et c'est d'ailleurs, entre autres, grâce à eux qu'on a pu reconstituer le plan de la cabane, puisqu'il dessinait un magnifique effet de paroi à l'arrière de la cabane. Et ces petits verres bleus, en fait, sont des ampoules de flash qu'on utilisait à la fin des années 60, et même jusqu'au début des années 70, qui étaient utilisées par la script, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de vidéo, on n'enregistrait pas les tournages pour faire les raccords de scène, et donc c'est la script qui prenait des photos et qui notait sur son petit carnet pour remettre bien les accessoires, les comédiens à leur place le lendemain quand on continuait le tournage. Et ces petites lampes de flash, bien souvent, elles explosaient. Des capsules de bouteilles en métal et en plastique, une tête de marteau de tapissier, des fumes cigarios blancs et des mégots. Visiblement, la princesse ne fume pas. Eh bien, la princesse passait son temps à fumer, et le prince aussi. Quand on voit, donc c'est amusant parce qu'on a Agnès Varda qui est venue sur le tournage, a beaucoup tourné, en fait, avec une petite caméra en Super 8, le tournage de son mari. Et donc, sur les images d'époque, où on voit, je rappelle, Jim Morrison sur la pelouse du château de Chambord, Truffaut dans la cabane discuter avec Catherine Deneuve habillée en princesse. Toute cette vie autour du tournage, on l'a, et ils ont tous une clope au bec. Ce qui est amusant aussi, c'est que quand on regarde là, en tant qu'archéologue, la répartition spatiale entre les mégots et ces petits fumes cigarettes,
eh bien, elle s'exclut. Les fumes-cigarettes sont dans la zone arrière de la cabane, c'est-à-dire une zone qu'on ne voit jamais à l'écran, et les mégots, eux, sont plutôt à l'intérieur de la cabane. Et donc, on a retrouvé l'assistant du chef opérateur de l'époque, Yves Agostini, qui est venu sur place, et je lui ai demandé, mais qu'est-ce que c'est que ces fumes-cigarillos et ces mégots ? Alors, mais sans aucune hésitation, il me dit, ah, les fumes-cigarillos, c'est les électros qui fumaient ça. Et c'était une marque des électriciens. Et les électriciens, comme par hasard, ils fument à l'arrière de la cabane, dans une zone qu'on ne voit jamais à l'écran. Reste à dater la structure, reste à dater la cabane. Une pièce de 10 centimes en francs aurait été découverte ? Tout à fait. À l'intérieur de la cabane, donc, on a trouvé une pièce de 10 centimes de francs de 1964. Ce qui nous donne donc un terminus post-quem pour cette structure de la cabane. Olivier Weller, vous avez surtout retrouvé la poterie du gâteau d'amour. Vous avez retrouvé donc la jatte ? Alors, on n'a pas retrouvé la jatte, puisque la jatte dans laquelle elle prépare sa pâte, qui, rappelons-le, n'est qu'une vulgaire pâte à pizza, et en aucun cas un gâteau, eh bien, cette jatte est en bois. C'est pas un gâteau, c'est un cake d'amour. Un cake d'amour, bien sûr. Eh bien, cette jatte est en bois. En revanche, on a retrouvé énormément, et ça de façon assez surprenante, énormément de tessons céramiques. On a plus de 200, 300, je crois, 300 tessons céramiques, et qui semblent, eux, correspondre à toute la vaisselle qu'on voit en arrière-plan lorsqu'elle prépare son gâteau, à savoir un petit pot pour conserver le lait, un autre petit pot peut-être pour mettre le beurre, voilà, et une vaisselle... et les œufs aussi, très important. Et les œufs aussi, et les œufs, tout à fait, et ce fameux poussin. Voilà. Là, en revanche, on n'a pas retrouvé. 40 tessons de céramique, parfois même vernissés. Et des tessons vernissés. Donc maintenant, non, on est à plus que 40. On est à plus de 200 tessons. Là, avec la dernière campagne de fouilles, on a trouvé énormément de céramique. Donc il nous reste maintenant le travail de remontage, de remonter les formes et évidemment de les comparer avec ce qu'on voit à l'image. Ce qui est amusant, c'est qu'on trouve pas mal de matériel qu'on ne voit pas à l'image et qui nous pose vraiment problème. Lesquels, par exemple ? Eh bien, par exemple, on a trouvé au centre de la cabane une magnifique perle bleue avec une perforation tubulaire, une perle facettée. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cet élément ? Et cet élément, on a regardé tout le film, on a zoomé, on a cherché vraiment longtemps. À un moment, on a pensé que c'était une perle, qu'elle porte un diadème avec une robe bleue avant d'avoir les 3 fameuses robes demandées à son père. Elle porte une robe bleue avec un diadème et sur ce diadème, il y a une perle bleue. On a pensé que c'était celle-là, mais non. Et en fait, en faisant venir sur place cette année Rosalie Varda, donc la fille de Jacques Demy, et qui est de formation, c'est une costumière, qui est figurante dans le film, qui avait 12 ans dans le film, eh bien elle nous dit, mais les costumiers, ils ont toujours une espèce de boîte à malice avec eux, et avec plein de choses, entre autres, des choses pour intervenir directement sur le tournage. Donc il semble que cette perle, en réalité, ce soit un élément perdu de la costumière, et qu'on ne voit effectivement jamais à l'écran. En tout cas, il y a bien eu une princesse dans cette cabane. Vous en avez la preuve matérielle grâce à des éléments de la robe couleur soleil ? Exactement. Rappelons que ces 3 robes, les 3 robes utilisées dans le film ont disparu. On n'a plus ces robes. La rétrospective qui a été réalisée à la Cinémathèque française, en fait, c'est Rosalie Varda elle-même qui a reconstitué ces 3 robes. Mais les robes ont disparu et nous avons donc, nous, à l'intérieur de la cabane, les seuls éléments qui appartenaient véritablement à la robe couleur soleil, à savoir des petits strass de type Swarovski qui étaient cousus sur la robe couleur soleil au niveau du plastron, des véritables petits diamants perforés et qui étaient cousus directement sur la robe couleur soleil. Olivier Weller, la fouille de la cabane a du sens. Dans le film de Demy, c'est là que luxe et pauvreté, pauvre et saleté sont associés. Nous serions, d'après certains, sur un lieu transitoire entre la princesse et la Souillon. Oui, la cabane, en fait, c'est le lieu de réclusion. C'est le lieu de réclusion et c'est le retour au sauvage. C'est le retour dans la forêt, c'est le retour au sauvage. C'est un lieu de passage entre, évidemment, le père et l'amant, le père et le futur mari. Et c'est à la fois un lieu magique parce que c'est la forêt, à la fois un lieu qui fait très peur. Donc c'est un lieu de contradiction. Et c'est le lieu, j'allais dire, de l'ensemble du conte de fées et du film qui va cristalliser et concrétiser les rêves. Rassurez-moi, votre programme n'est pas que archéologique. Il sollicite aussi l'histoire, la psychanalyse
ou l'anthropologie ? Alors je dirais qu'il est archéologique, mais dans le sens total de cette discipline, c'est-à-dire qu'il va faire appel, évidemment, dans cet objectif de rechercher une origine, entre autres ce film, au conte de fées, il va aller rechercher dans d'autres disciplines, l'anthropologie évidemment, il va aller rechercher dans la littérature, puisque c'est quoi cette histoire de conte de fées ? Donc on l'attribue à Perrault, mais en réalité on s'aperçoit très vite que Perrault reprend un texte italien, lui-même reprend d'autres contes, et on remonte à de la tradition orale. Donc on va faire de l'archéologie de l'oral. C'est quand même très joli. Et c'est ça le conte de fées. Et on va même remonter jusqu'à ce qu'on pourrait appeler des sortes de mythes fondateurs. Actuellement, il y a une exposition qui s'appelle les mythes fondateurs où on met Dark Vador dedans. C'est parfait, c'est exactement ça. Peau d'âne, la princesse, représente un mythe. Donc vous allez bien sûr aussi publier des articles dans des revues scientifiques, mais l'objet c'est de reproduire un film. L'idée c'est de montrer cette recherche sous la forme d'un film, évidemment à la fois en hommage à Jacques Demy, et puis à la fois pour utiliser un autre support que le support classique pour un chercheur CNRS, à savoir le papier, la publication scientifique, utiliser un autre support pour avoir un autre discours et pour travailler d'une autre façon. Parce que écrire des images animées, c'est très compliqué et c'est un autre monde et c'est un vrai exercice. Donc on fait actuellement, on a une 60aine d'heures de tournage et on est en plein montage. On monte donc un long métrage qui sera produit par Lucas Science, coproduit par Ciné Tamaris et par le CNRS et qui devrait sortir en salle en juin 2016. D'ailleurs, pour ce film, je lance une sorte d'appel puisque nous cherchons un distributeur et nous manquons encore un peu de financement pour boucler totalement ce projet. Un peu fou, il est vrai. Ce que vous avez trouvé, ce sont bien sûr des objets archéologiques. C'est aussi des objets appartenant au merveilleux. Où vont-ils aller ? Et voilà une vraie question qu'on s'est posée avant même la fouille. On se doutait bien qu'on allait trouver des choses, on ne savait pas en quelle quantité. Comme nous n'avons pas eu d'autorisation du ministère de la Culture, ni d'interdiction, moi je considère quand même que ces objets sont archéologiques. Et évidemment, ils font partie du patrimoine national, du patrimoine du cinéma. Donc leur lieu naturel, c'est de finir à la Cinémathèque française. Et j'ai rencontré justement le directeur du patrimoine des archives de la Cinémathèque française, Joël Der. Et c'est amusant parce que son premier réflexe, c'était de ne prendre que le merveilleux, de ne prendre que les strass qui brillent, ces diamants, le miroir de la fée, que des très belles pièces. Et les mégots. Et moi, je veux absolument, puisque ça constitue un ensemble, et il y a un lien, il y a un contexte, il y a une histoire à raconter, qu'ils prennent aussi les mégots, les clous, les bouts de scotch électricien, les vis de projecteurs qui ont cassé. Et il a compris effectivement le projet, et donc tout finira à la Cinémathèque française. Olivier Valère, merci beaucoup. Le Salon Noir a été réalisé par Vanessa Nadja, à la technique Claire Levasseur et avec la contribution de Catherine Donnet.